Maudite. Est-ce que Doug Armstrong s'apprête à me faire paraître pour un parfait abruti, moi, là? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Il y a quelques semaines à peine, je publiais un épisode dans lequel j'identifiais Brayden Schenn comme étant le joueur de centre que le Canadien devait viser s'il voulait s'améliorer à la position. Et comme chaque fois qu'il est question des Blues, sont venus des commentaires comme celui-ci, demandant pourquoi tant qu'à aller chercher à Saint-Louis, on vise pas le coup de circuit, c'est-à-dire Robert Thomas. Et comme chaque fois que je m'en fais parler, la réponse est simple. Parce que, oui, d'abord, je suis d'accord, Robert Thomas, c'est un coup de circuit, mais c'est un coup de circuit contre Shohei Ohtani, alors que la clôture est à 600 pieds. Pas impossible, mais disons que ça prend Prime Barry Bonds sur le jus pour la sortir du stade. And Bonds hits one high. Hits it deep. It is out of here. Donc, à mon avis, parler de Robert Thomas, c'est bien, mais c'est comme parler de ce que je ferais si, soudainement, demain matin, je me réveillais avec 10 millions dans mon compte en banque. Inutile. Ça n'arrivera pas. Donc, chaque fois, c'est ça ma réponse. On n'en parle pas parce que ça n'arrivera pas. Les Blues de Saint-Louis ne transigeront jamais Robert Thomas. Peu importe les plans à court et moyen terme, il n'y a aucune chance que tu transiges ton meilleur joueur. Surtout quand le meilleur joueur en question, c'est Robert Thomas. Le premier centre de l'équipe, un joueur complet à son apogée, un contributeur offensif de premier plan qui produit à un rythme supérieur aux points par match depuis la saison 2021-2022. Il y a 333 points en 328 matchs durant cette période. Donc oui, malgré une saison jusqu'ici en dessous de ses standards, il demeure un joueur au-dessus du point par match sur maintenant presque 5 saisons. Et en plus, c'est un joueur qui a gagné la Coupe Stanley à son année recrue à Saint-Louis. Bref, il est clair que peu importe ce qui arrive à Saint-Louis, il y a un intouchable, c'est Robert Thomas. Celui qui devrait se faire donner le C si on décide d'envoyer Brayden Schenn sous d'autres cieux. Ça, c'est du moins ce que ton boy pensait avant de lire une entrevue du DG avec The Athletic. Entrevue où Doug Armstrong, il dit quoi essentiellement? Tout juste avant de te le dire, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. N'avance pas trop vite. Ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. La chaîne a doublé en auditoire cette année, passant de 12 000 à 24 000 abonnés. On est maintenant dans le sprint final. Atteignons les 25 000 en 25. Abonne-toi! Et si on atteint les 25 000 d'ici 23 h 59 minutes et 59 secondes le 31 décembre, ton boy fera tirer une paire de billets pour aller au Centre Bell à l'hiver 2026. C'est-tu pas beau, ça? C'est fait? OK? Les Blues. En entrevue avec Jeremy Rutherford de The Athletic, Armstrong avait ceci à dire au sujet des joueurs de son noyau comme Thomas, Jordan Kyrou ou Colton Parayko. Il n'y a pas d'intouchable. Pas juste à Saint-Louis, mais à travers la Ligue. Il y a beaucoup de joueurs dont, lorsque les choses ne vont pas bien, la liste grandit. Les choses ne vont pas bien pour nous, donc non. Ma liste ne peut pas être pleine de joueurs dont je me dis « Non, ça, je ne ferai jamais ça ». C'est une traduction libre de ma part, bien sûr. Armstrong est candide. C'est fou. Les Blues de Saint-Louis sont 25e dans toute la LNH. Et oui, on parle d'une formation qui nous a habitués à de bonnes fins de saison, puis pas juste en 2019 quand ils sont allés jusqu'à gagner la Coupe, mais pas plus tard que l'an dernier. À pareille date, les Blues étaient 21e dans la Ligue, sous 500 et à 5 points d'une place en éliminatoire. Et regardez ça, là, juste ici dans le classement en date du 20 décembre 2024, ouais. Il était non seulement à 4 points d'une place en série, mais en plus de ça, regardez, toutes les équipes devant eux, là, que ce soit les Flames, l'Utah, les Canucks, les Stars, tout le monde avait des matchs en main sur les Blues de Saint-Louis. On a connu toute une fin de saison. On s'est qualifié par la peau des fesses. On a amené les Jets de Winnipeg à un 7e match avant de se faire éliminer au premier tour. Donc, pourquoi être autant candide et avouer que les choses ne vont pas bien ou tout est sur la table? Est-ce que c'est juste un show de boucan pour mettre le feu aux fesses de ses joueurs? La question est légitime. La question se pose. Et personnellement, honnêtement, je pense pas. Quand on regarde ce qu'ont fait les Blues depuis justement la conquête de la Coupe en 2019, absolument rien n'indique
qu'on se dirige vers la terre promise avec le groupe actuel. On a gagné une seule ronde éliminatoire. Regardez ici, c'était en 2022. Et n'eût été de cette incroyable remontée au classement l'an dernier, on parlerait de Saint-Louis comme une équipe qui s'enligne présentement pour rater les séries pour une 4e année de suite. Alors que là, en ce moment, finalement, on s'enligne pour les rater pour une 3e fois en 4 ans. Ou, si on veut voir ça autrement, on est une équipe, depuis 4 ans, qui au final a les mêmes résultats que le Canadien, sans avoir rebâti et sans le futur prometteur. J'ai pris le Canadien en exemple, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre équipe qui a reconstruit durant cette période-là. Jordan Binnington, Colton Parayko, les deux ont 32 ans. Brayden Schenn, lui, a 34 ans. Ces joueurs peuvent te permettre d'aller chercher des retours assez intéressants qui vont peut-être te permettre d'avoir une équipe compétitive plus tôt que tard. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est seulement en mettant dans la vitrine un Jordan Kyrou ou un Robert Thomas que tu peux réellement permettre à ton équipe de repartir de plus belle et revenir en force? Honnêtement, peut-être. Le problème, c'est qu'à peu près tout le monde doit accepter de partir. Dans le cas de Schenn et Binnington, ça risque pas d'être très compliqué, je viens de le dire. Les deux sont dans la trentaine, on ne rajeunit pas, on a déjà une Coupe Stanley. Si on veut faire partie d'une équipe qui a des ambitions, c'est maintenant. Il reste 2 autres saisons au contrat de Schenn, une seule à celui de Binnington. Schenn a une liste de 15 formations où il ne peut pas être transigé, Binnington 14. Si on a une transaction qui nous plaît, avec une équipe où le joueur est prêt à aller, ils vont partir. Parayko est un cas intéressant. À 32 ans, d'un point de vue purement de chronologie de sa carrière, il est à la même place que les deux autres. On pourrait le comprendre de dire à son DG, si jamais il y a une transaction intéressante pour lui, de dire « Oui, c'est bon, chope-moi ». Sauf que contrairement aux deux autres, lui, son contrat est à plus long terme. Il est sous contrat justement jusqu'en 2030. Il y a une clause de non-échange complète également jusqu'en 2028. Tu veux l'échanger, il doit dire oui. Mais je peux voir la situation arriver en raison du moment où il est dans sa carrière. Reste maintenant Kyrou et Thomas. Il y a eu des rumeurs d'ailleurs que les Blues et le Canadien avaient négocié l'été dernier et que Kyrou faisait partie de discussions avant que finalement on s'entende sur l'échange Mailloux contre Bolduc. Ce qui est intéressant avec Jordan Kyrou, c'est que sa clause de non-échange a débuté justement cette saison. Donc contrairement à l'été dernier, il devrait donner son approbation pour être transigé à partir de maintenant. Il est un joueur super intéressant, un ailier rapide de 27 ans qui a marqué au moins 30 buts à chacune des 3 dernières saisons. Sa meilleure là-dedans, c'est 37. Mais pour qui, cette saison, c'est plus difficile. Il a même été laissé de côté plus tôt cet automne. Une formation qui a besoin de punch et d'un joueur complémentaire à un bon top 6 ou sur un premier trio, peu importe, devrait être grandement intéressé à ses services. Mais j'insiste, une équipe qui a besoin d'un joueur complémentaire. Parce que c'est ça qui est Jordan Kyrou. C'est un gars qui ne doit pas être le moteur de ton attaque. Un peu, il y a des comparaisons à faire avec Max Pacioretty à son époque. Malheureusement, Max Pacioretty à Montréal, surtout vers la fin, c'était le point focal, c'était le joueur offensif, c'est par lui que l'attaque devait passer. C'est pas ce type de joueur-là. Il était beaucoup mieux avec les Golden Knights de Vegas où il a connu de bons moments avant de finalement prendre son baluchon puis faire le tour là, en raison majoritairement de blessures. Mais bref, Jordan Kyrou, pour moi, est dans une situation très similaire, c'est-à-dire, c'est un excellent Robin. Mais comme on sait, Dick Grayson, même s'il a déjà porté le masque de Batman, ce ne sera jamais Bruce Wayne. Et dans ce cas-ci, Bruce Wayne, c'est Robert Thomas, soyons honnêtes. Je vais vous dire ceci. Malgré tout ce dont il est question dans cet épisode jusqu'ici, je pense vraiment pas que les Blues vont transiger Robert Thomas. Ceci dit, il est un joueur pour qui tu dois placer un appel. Et tu dois considérer. Tu dois considérer ce que tu es prêt à donner. Que voudraient les Blues? Ben, on peut spéculer, mais on le fait un petit peu les yeux à moitié ouverts. Tu sais, comme quand tu triches à Marco Polo ou à Cachette, là. Parce que dans la même entrevue dont il est question dans cet épisode, Armstrong nous en donne une idée de ce qu'il pourrait vouloir aller chercher pour un joueur de la trempe de Robert Thomas. Voici ce qu'il avait à dire. Nous aimerions ajouter des joueurs qui cadrent dans le groupe que sont les Neighbors, Holloways, Broberg, Mailloux. Offer également. Je ne dis pas que ce sont tous des joueurs du noyau, mais ils sont dans la tranche d'âge à laquelle nous aimerions ajouter. Échanger quiconque peut te rapporter un choix de première ronde, c'est probablement une équipe qui aspire aux séries et donc un choix entre 18 et 31. Et historiquement, ce type de joueur n'arrive dans la LNH que 2, 3, 4 ans plus tard,
Encore une fois, c'est une traduction libre de la part de ton boy de la citation de Doug Armstrong. Donc, pour faire l'acquisition d'un gars comme Thomas, il faut donner au moins un joueur de la LNH et ou un joueur qui est vraiment tout près de l'être, beaucoup plus qu'un choix au repêchage. Autrement dit, un gars à la Logan Mailloux l'été dernier. Et ça tombe bien. Le Canadien a exactement, encore malgré tout, ce type de joueur à donner. Mais est-ce qu'on est prêt à inclure Ryan Backer? Est-ce qu'on est prêt à inclure Michael Age? Est-ce qu'on est prêt à inclure Zarovski? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à donner Oliver Kapanen? Est-ce qu'on est prêt à donner même Caden Goulet? Certains vont même vouloir ajouter Juraj Slafkovsky à la discussion. Personnellement, je ne le ferai pas. La raison est toute simple. Malgré tout ce que je pense de bien de Robert Thomas, si tu inclus Slafkovsky dans la transaction, là, il faut que tu te poses vraiment la question, as-tu vraiment avancé? Alors que dans le cas de Kapanen et Caden Goulet, la réponse est immédiatement oui. Là, bien sûr, ça dépend du reste de ce que tu donnes. Je ne dis pas que tu gagnes la transaction, mais je dis que si le ou les joueurs LNH que tu donnes, c'est Goulet et Kapanen, tu avances en faisant l'acquisition d'un autre centre d'un point par match. De Suzuki, de Robert Thomas. C'est un A. Ça, c'est la définition de 1A, 1B. En fait, Suzuki et Thomas, c'est plus ou moins le même joueur. Pourquoi je vous parle de ces gars-là? Ben, reprenez la citation que je viens de vous lire. Pour faire l'acquisition d'un Robert Thomas, c'est ça que ça va te coûter. Et le Canadien l'a fait l'été dernier en sacrifiant Emil Heinemann pour Noah Dobson. On est prêt à faire ce genre de transaction-là. Est-ce qu'on est prêt à le faire à nouveau pour un joueur de même calibre au centre? Entendez-moi bien, ceci dit, je ne dis pas ici qu'il faut échanger certains de ces jeunes joueurs, parce que là, je vois venir les commentaires. Comment ça, chaque fois qu'on a des bons jeunes, tout le monde veut les échanger? Je ne veux pas les échanger. Je ne suis pas de ceux qui veulent voir le Canadien faire des grosses acquisitions à tout prix. Sauf que, lorsqu'on regarde Robert Thomas, on ne parle pas d'un joueur qui change le visage d'une franchise comme Jack Eichel à Vegas, Matthew Tkachuk en Floride ou maintenant potentiellement Quinn Hughes au Minnesota. Mais on parle potentiellement d'un joueur qui peut te propulser vers l'avant, comme, ironiquement, Ryan O'Reilly, quand justement les Blues sont allés le chercher pour gagner la Coupe en 2019, et qui avait été le joueur le plus utile des séries cette année-là? Ryan O'Reilly. Doug Armstrong vient de dévoiler son jeu. Il challenge les autres DG de la Ligue à lui faire une offre qu'on ne peut refuser. Il vient de le dire. « Hey, c'est pas encore à vendre, mais tout ça ici, ça pourrait devenir à vendre. Tout ça peut devenir à vendre. » Ce genre d'offre peut faire mal pour l'équipe qui fait l'acquisition de Thomas, pour les partisans qui font l'acquisition de Thomas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas le genre de transaction que tu regardes instantanément puis tu te dis « Wow! Robert Thomas, on gagne la transaction haut la main, on est contender pour les 5 prochaines années. » Non. Comme dans les cas Tkachuk et Hughes, c'est le genre de transaction dont la première réaction peut être « Oh merde! Oui, on vient d'aller chercher tout un joueur, mais ça a coûté cher en temps. On a-tu trop donné? » Parce que ça a été ça, beaucoup, je ne dis pas que ça a été la réaction de tous, venez pas me dire, moi je ne vais pas penser ça. Beaucoup de gens, la réaction à ces deux transactions-là, du point de vue Panthers, du point de vue Wild du Minnesota, ça a été ça. Et c'est normal que la réaction soit ça. T'achètes pas une Ferrari au prix d'une Toyota Corolla. Si tu achètes la Ferrari, tu payes pour. Mais si tu as les moyens de payer la Ferrari, c'est tentant en temps de se la procurer. Et soudainement, il y a plusieurs équipes qui vont peut-être faire un petit peu de lèche-vitrine. Et une dernière chose. Je disais pas plus tard que dans le dernier épisode que la situation au classement du Canadien pouvait peut-être refroidir les ardeurs de Kent Hughes. Je poursuis la réflexion. Est-ce que ça pourrait aussi avoir l'effet inverse? Quand on regarde ce qu'on anticipe qui seront les prochaines puissances de la LNH, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le doigt dessus, mais quand on regarde ça, plusieurs, voire la majorité, sont dans l'Ouest. Les Sharks, les Canards, les Blackhawks. Avec Robert Thomas, le Canadien se placerait peut-être en position pour être la prochaine équipe dominante de l'Est à un moment où le tableau peut être ouvert parce que les autres très bonnes formations que tu regardes au début de l'année qui sont les favoris vont peut-être être dans l'Ouest. Peut-être pas non plus, c'est encore très tôt. Peut-être que les Sénateurs vont tourner un coin plus qu'on le voit, peut-être que les Red Wings vont être très bons.
Il y a beaucoup d'autres formations qui vont peut-être être très bonnes en même temps que le Canadien de Montréal. Mais en ce moment, quand on regarde le portrait global, si on essaye de prédire les 5 meilleures équipes qui vont être dans leur apogée les 5 prochaines années, il y a plus de chances qu'il y ait beaucoup de formations dans l'Ouest. Et donc, peut-être que contrairement à ce que je disais dans le dernier épisode, peut-être que Kent Hughes va être prêt tout de suite à se dire non, moi je veux qu'on se positionne pour être très rapidement une bonne équipe de la Ligue parce que avec Robert Thomas dans son alignement, c'est ce que deviendrait pas mal instantanément le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es d'accord? Laisse-moi savoir en commentaire. Le dernier épisode dont je te parlais, il est disponible juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!